Aquatis, l'aquarium vivarium de Lausanne, continue de faire face à des soucis financiers malgré un changement de cap. Il y a 2 ans déjà, notre invité de ce matin a mis en place une vision à long terme axée sur la conservation, l'éducation et la vulgarisation avec des ateliers pédagogiques, des conférences et des expositions temporaires qui rythment votre visite future à Aquatis avec des thèmes importants et passionnants liés à l'eau et à notre environnement. Bien que la fréquentation ait été inférieure aux attentes l'année dernière, la direction de l'établissement reste confiante quant à l'avenir d'Aquatis et recherche de nouvelles ressources de financement telles que le mécénat, le parrainage et le bénévolat. Avis aux amateurs, on va en parler dans un instant. Michel Ansermet, directeur d'Aquatis, est notre invité ce matin. Il se consacre 7 jours sur 7 à ses animaux et à son établissement. Bonjour Michel Ansermet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'Aquatis. Vous êtes un peu inquiet aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe ? Non, du tout. Alors bien sûr, quand on regarde entre les pénuries d'électricité et tout qui peut l'avenir en soit, aussi toute la problématique de l'eau douce, je parle pas d'Aquatis, là je parle généralement. Ouais. Vu qu'on est au quotidien dans ces thématiques, ça fait un peu peur. Et puis pour ce qui concerne Aquatis, non, pas du tout, parce que je sais le joli produit que nous avons pour la population. Oui, c'est un magnifique produit, effectivement. L'aspect pédagogique, on l'a évoqué dans l'intro, est très important. On en parlait il y a quelques instants hors antenne, avec cette fameuse nurserie que vous avez. Ça attise l'intérêt des visiteurs. Les enfants, notamment, passent de bons moments. Expliquez-nous ce qu'on peut voir, parce qu'il y a des expositions temporaires aussi dans le cadre de la visite. Qu'est-ce qui est mis en place maintenant et qu'est-ce qui change fondamentalement ? Alors, l'accès est vraiment, au début d'Aquatis, on parlait beaucoup du côté scientifique, d'un pôle scientifique, d'échanges scientifiques. C'est clair que c'est pas ce côté-là qui va faire venir le grand public. Le grand public, nous, le but, c'est d'attirer les familles, les enfants et pouvoir vulgariser la problématique qu'on a par le biais des ambassadeurs que ce sont les animaux. Effectivement, typiquement, la nurserie, c'est un lieu d'échange très, très fort. Parce que d'un côté, on a mis en place certains coins pour les enfants, les petits-enfants qui s'ennuient quand les parents écoutent des minutes et des minutes les pédagogues qui racontent quelque chose sur la conservation. Ouais. Alors eux, ils ont leur coin pour jouer et en même temps, nous, on peut consacrer le temps aux parents et aux jeunes adultes, aux plus grands enfants, disons comme ça. Et c'est vraiment un lieu qui est devenu un très fort lieu d'échange grâce aussi à des pédagogues et des bénévoles qui ont juste un savoir-faire et une très bonne qualité de vulgarisation. Ouais. Je disais, vous travaillez 7 jours sur 7. Vous êtes au taquet, comme on dit. Alors, c'est un métier passion. D'un côté, c'est la passion qui vous anime. Ouais. C'est hobby et passion et métier. Ça veut dire, elle est où la limite du travail. Je dis toujours, quelqu'un rentre de son travail quotidien, il va faire du vélo ou jouer au tennis, il n'y a personne qui réclame. Chez moi, je continue. Je viens de rentrer des vacances. C'est des vacances, c'est du travail. Pour moi, c'est des vacances, puis c'est une passion. Voilà. C'est quoi la vision à long terme que vous avez par rapport à Aquatis ? Est-ce que vous avez mis en place ? Alors nous, c'est vraiment consacrer maintenant tous les écosystèmes que nous avons à disposition à des espèces qui ont un besoin réel dans la conservation. Ça veut dire des espèces de poissons peut-être un peu plus colorées, peut-être inattendues, qui ne sont pas menacés. C'est des animaux qu'on va essayer de placer ou bien garder jusqu'à leur fin, mais pas reprendre des espèces qui ne sont pas en voie de disparition. D'accord. Chaque espace qu'on a, on doit vraiment le consacrer à un programme de conservation, à l'aide ou à manager nous-mêmes un programme de conservation. Très bien. Alors, il y a les vacances de Pâques qui arrivent dans quelques jours. Vous êtes bien sûr ouvert durant cette période. On peut venir en famille, on peut venir avec les enfants. C'est l'occasion de les occuper et de leur faire voir des choses, et de leur faire découvrir aussi la nature par le biais de ce que vous proposez. Est-ce qu'il y a un programme spécial qui est mis en place pour cette période de vacances ? Alors, nous aurons effectivement la chasse aux œufs, qui ira des œufs. C'est quoi, des œufs de crocodile, c'est quoi ? Des fois aussi, mais on aura partout un peu des enclos où ces œufs seront cachés. Ouais. Et c'est pas juste que les enfants doivent découvrir l'œuf, mais là où il y a l'œuf, il y a aussi des questions, ça veut dire un questionnaire. Et ceux-là qui auront bien rempli le côté pédagogique et appris beaucoup de choses lors de leur visite, à la fin du parcours, ils recevront un petit cadeau. Ça s'est passé
ce matin, dans le 6-9 de Morax. On parle d'Aquatis ce matin avec son directeur Michel Ansermet qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Je vous rappelle que il y a les vacances qui arrivent, que ça peut être un bon moyen d'occuper vos enfants et même les parents, parce que c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge en fait pour venir à Aquatis, c'est ça qui est bien. Vous avez toutes les infos sur aquatis.ch et puis vous l'avez entendu notamment durant cette période de vacances pascales, il y a aussi quelques animations qui vous attendent. Donc c'est en plus de ça ludique. C'est important que ce soit ludique et éducatif, parce que c'est un petit peu l'idée. Et puis, il faut peut-être rappeler aussi que venir à Aquatis, c'est aussi investir pour la bonne cause. Ça, c'est très important puisque vous sauvez des animaux en voie de disparition. Et vous nous racontiez quelque chose hors antenne. Moi, j'aimerais bien que si vous êtes d'accord, que vous nous le racontiez à l'antenne parce que c'est passionnant ce que vous étiez en train de nous expliquer. Vous me parliez d'un petit escargot. Je vous laisse parler, monsieur Ansermet. Oui, effectivement, si à fois on parle toujours d'animaux exotiques, mais ça suffit qu'on prenne la liste des espèces qui sont en voie de disparition en Suisse. Et il y a plusieurs listes. Et si on prend les 3 listes principales, on y remarque que les 3 premières espèces menacées, c'est un poisson. C'est l'apron du Doubs, où on travaille avec la Confédération, on pousse la Confédération depuis longtemps pour sauver cette espèce, parce qu'on a les moyens de le faire. Oui. Et puis, on découvre une autre espèce, un petit escargot qui fait 2 mm, endémique au Tessin, probablement seulement existant au Tessin, s'il existe encore. S'il existe encore. Ouais. Et puis, c'est un escargot d'eau. Alors, il vit dans l'eau douce, c'est notre spécialité. Alors, on a directement contacté immédiatement le canton du Tessin. On leur a dit, écoutez, nous, on vous propose un programme de conservation de cet escargot. Et en quelques années, sur le long terme, parce qu'en quelques années, on arrive à en élever des milliers, mais c'est un projet qu'après, avec la mise en place de l'environnement, recréer l'environnement, regarder que tout fonctionne sur place, c'est un projet sur 20-25 ans. Et on aura sauvé un escargot qui fait 2 mm. Alors, 2 mm est tout petit, mais il est très important. Vous me disiez que c'est un animal très important, ce petit escargot. Alors voilà, il faut toujours voir la biodiversité globale. Je vous fais un exemple d'un escargot qu'on est en train de faire l'élevage maintenant, des Seychelles. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi je fais celui-là des Seychelles et pas celui-là de chez nous, du Tessin? Si demain, le panda il disparaît, qu'est-ce qui se passe sur la planète? Pas grand-chose. Alors, WWF sera triste parce qu'il manque leur logo. C'est bien sûr, c'est triste parce que c'est un animal emblématique. Ouais. Mais les îles, tout le monde connaît les îles des Seychelles, la beauté des îles des Seychelles. Alors, il ne faut pas y être allé, on peut voir les photos. Ces îles des Seychelles, ils sont complètement menacées. Pourquoi ils sont menacés? Parce que l'humain a amené des rats. Et les rats, ils ont tout mangé la microfaune, donc des petits escargots et les mille pattes. Et ça veut dire que dans 10-15 ans, les forêts, les arbres, les beaux palmiers qu'on connaît des Seychelles, ils ne seront plus là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On élève des centaines de milliers d'escargots avec des collègues des autres institutions zoologiques pour les remettre dans la nature pendant que les rats ils ont été éradiqués, parce qu'en effet, c'est les escargots qui vont faire l'humus de 20 à 50 cm où les arbres poussent sur ces rochers volcaniques. C'est pas le panda, c'est pas le gorille, c'est les escargots. Ça veut dire que c'est la base de la vie du vivant. Voilà. Donc c'est aussi ça, Aquatis. Il faut le rappeler, c'est aussi ces programmes de conservation, d'essayer de sauver, pas seulement d'essayer, vous les sauvez. Ces animaux en voie de disparition, ça c'est assez compliqué. Avec cette spécialisation d'animaux d'eau douce, ça c'est important. Oui, alors c'est vraiment le but, c'est se consacrer à l'eau douce. Des aquariums d'eau de mer, il y en a partout. Mais en eau douce, c'est vraiment l'opportunité. Et surtout, l'eau douce, c'est la grande thématique, c'est l'or liquide. On sait tous ce qui nous attend. On a tous vu ce qui se passe ces dernières années avec les sécheresses qu'on a. Et puis, il faut quand même voir que l'eau douce, c'est où il y a du vivant dedans. Ça veut dire où il y a des poissons et des amphibiens. C'est le 0,9% de l'eau complète sur cette planète. Et le 51% des espèces de poissons, pas quantité, espèces de poissons, vivent dans ces 0,9%. Wow. Et nous, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, on fait n'importe quoi. Et il est temps de se réveiller. C'est aussi une prise de conscience, finalement, de venir visiter Aquatis. Ça permet de se dire, quand même, c'est important. Derrière tout ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, vous avez finalement aussi ce rôle-là, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on veut aussi. C'est comme dit, on peut discuter dans des conférences avec des scientifiques, mais nous, c'est le grand public qu'on doit faire voir la problématique. Et notre équipe de pédagogues et bénévoles qu'on a
vraiment, ils ont ce rôle et ils le font très très bien parce qu'ils parlent un langage qui est compréhensible de 5 ans à 90 ans, plus même, sans aucun problème. Et c'est fascinant. C'est fascinant de les écouter parce que c'est des passionnés eux aussi. Alors, il y a l'aquarium, mais il y a aussi le vivarium. Alors, il y a des poissons et des crocodiles, on voit quelques images derrière. Il y a aussi le dragon de Komodo. C'est quoi le truc que les gamins adorent aller voir, par exemple, ou que les familles préfèrent aller voir? C'est plutôt le dragon de Komodo ou pas du tout? Alors, il a la cote, lui, non? Alors, il y a le crocodile. Ah, c'est le crocodile, quand même. Les crocodiles, y a rien, les enfants sont fascinés par le crocodile et surtout, avec cette vitrée qu'on a où ils nagent, ils sont juste 2 cm devant le crocodile. Ça, c'est toujours demandé. Ouais. Après, il y a aussi le tunnel, il y a des espèces de poissons qui sont extrêmement demandés. Mais le crocodile, il ressort à chaque fois, oui. C'est quasiment sûr que ça marche. Oui. S'ils ne sont pas plantés et couchés à quelque part. En tout cas, merci d'être avec nous, M. Rossermet, pour nous parler d'Aquatis. On sent le passionné, hein. C'est avant tout ça, c'est ça qui vous anime quand même, c'est la passion, le hobby. C'est notre métier, et puis c'est le quotidien, on ne peut pas s'en séparer, on est confronté à ce métier toujours. C'est quoi, métier, hobby? Oui, c'est un temps libre, c'est un tout. Oui, c'est un tout, effectivement. En tout cas, vous en parlez très bien. Merci d'être avec nous pour nous parler d'Aquatis. Aquatis.ch pour en savoir un petit peu plus. Et vous, questions au 079 121 9000. Ce que je vous propose, c'est de quitter Lausanne quelques instants. On va à Paris, dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag, qui s'est promené notamment au Salon des Seniors. J'en dis pas plus. On va découvrir avec vous. C'est parti. Dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Alors, qu'est-ce que vous venez faire au Salon des Seniors ? Je suis venu voir plusieurs choses. Les montes-escaliers, vu que j'ai des escaliers chez moi. Vous avez quel âge, madame? Je peux me permettre de vous... Je ne vous le dirai pas. Et vous Non plus. Parce que moi, je cherchais des centenaires. Ah non, pas encore. Espérons, mais pas encore. Ah non, vous n'êtes pas centenaire, vous. Comment on fait des rencontres quand on est senior, à votre avis? C'est donné à savoir, hein. Vous n'êtes plus un cœur à prendre. Mais non, c'est fini tout ça. Alors attendez, je vais vous montrer animateur quand même. Peut-être que vous avez changé. Vous en pensez quoi de ce monsieur? Ah, ça y est. Oui, c'est un jeune homme. Hein. Un jeune homme, regardez. Ah, c'est gentil ça. Oui, pas mal, il est pas mal. Ah, il a du charisme. Oh là là, il est beau. Tiens, c'est un mannequin. C'est un mannequin. Ah oui, c'est un mannequin, enfin, bah oui, ça se voit. Hein. On n'est pas à la retraite, monsieur, mais on vient comme ça regarder les vieux avec nous. Hein. Voir si on trouve un vieux riche, beau. Je vous dis un brin au teint mat qu'il assure, hein, parce qu'à partir d'un certain âge, ils assurent plus. Pourtant, les mecs, c'est bon. Hein. Ça, à la télévision. Tiens, il arrive, ça, c'est... Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bah regardez, ça c'est Béa, ça c'est Muriel. Pas votre femme avec vous, hein. Vous êtes mariés? Oui, Muriel, elle cherche pas du sérieux forcément. Oui, ah bon? Ouais, ça peut être juste occasionnel, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble là? 2-3 ans, pas plus. 2-3 ans? Oui. Comment on séduit alors qu'on est un peu plus âgé? Je sais pas. Les seniors, il y en a encore qui sont en pleine forme, quoi. Donc, non, mais voilà. Non, moi, je fais de la musique. Je suis accordéoniste, voilà. Ah, donc ça aide un peu, quoi. Ouais. Accordéoniste, c'est comme un peu un rocker pour les seniors, non? Oui, bien sûr. Un mot à votre compagne. Demande en mariage, peut-être? Oui, c'est ça. Mais déjà, il faudrait que je sois divorcé avant, quoi. Parce que le physique, même en étant senior, ça compte, quoi. Bah oui. Il est tout seul. Évidemment. Vous vous appelez comment, monsieur? Bernard. Bernard, Françoise. Voilà. Du coup, vous êtes célibataire, vous, monsieur? Oui. Vous la trouvez comment, Françoise? Elle est charmante, elle est très... Merci, c'est gentil, Bernard. Et vous, Françoise, vous le trouvez comment, Bernard? Il est sympa. Et vous n'êtes pas senior encore? Ouais, 4e âge, peut-être. En plus, il est drôle. Il y en a un qui aime sortir. C'est drôle. La Françoise, c'est le moment, je crois. Et vous, il y a des cheveux. Oui, ça c'est vrai, un peu, oui, le reste. Moi, en fait, je suis en train de lancer un nouveau concept en Suisse. C'est comme tourner manège, mais en Suisse. C'est tourner le déambulateur. C'est un concept, voilà. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax.
On parle d'Aquatis ce matin, aquarium et vivarium, aquatis.ch pour en savoir un petit peu plus. Notre invité c'est Michel Ansermet, directeur d'Aquatis, qui vous donne envie finalement durant cette période de vacances d'aller en famille faire un petit tour du côté d'Aquatis. Il y a des animations qui sont organisées. Il y a vraiment... On parlait de vulgarisation au début, c'est important d'expliquer simplement les choses, parce que des fois c'est un peu trop scientifique. Là justement, votre mission aussi, c'est... lorsqu'on vient visiter, c'est d'expliquer facilement les choses, hein, c'est ça? Oui, alors c'est clair, on veut toujours donner un maximum d'informations, mais ça devient tout de suite compliqué. Et dans la psychologie, on sait aussi qu'une personne qui va visiter un musée ou un zoo ou quelconque exposition, il va retenir 3-4 messages. Et le but, c'est de trouver les mots-clés pour faire passer ces quelques messages, par contre, très très forts. Avec aussi le but que quand les gens ils sortent, ils se retournent, ils disent « Ah, c'était cool, j'ai appris quelque chose. » Ça, c'est toujours le rêve que les gens ils se retournent, ils regardent en arrière et je dis « C'était cool, c'était bien. » Et puis l'idée d'avoir des expositions temporaires, des thématiques, c'est aussi pour que les gens reviennent finalement, parce que vous savez qu'on peut venir une fois, puis après, bon bah voilà, je suis allé, non, il faut revenir, parce qu'il y a des choses qui se passent régulièrement, c'est ça l'idée aussi, hein? Absolument. Les expositions temporaires permettent aussi d'aborder des thématiques très 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 fortes, comme on l'avait fait par exemple avec les rivières volantes, un phénomène juste incroyable, qu'encore aujourd'hui, avec la pénurie de l'eau, on parle toujours du réchauffement climatique, mais personne parle pourquoi qu'on a moins de pluie en Europe. C'est pas que le réchauffement climatique, il y a aussi la déforestation des forêts dans l'Est. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire passer aussi au public et faire voir l'importance de ces phénomènes. Alors, on a reçu quelques questions et quelques messages pour vous ce matin, Monsieur Ansermet, sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. C'est Elsa qui les a recueillis et qui les a sélectionnés et modérés pour vous ce matin. Dylan, les enfants sont-ils assez curieux pour assurer une future relève? Oui, alors heureusement, les enfants, c'est ceux-là qu'on arrive à modeler très rapidement. Ils n'ont pas de préjugés et très vite, on peut les passionner, les fasciner. C'est eux qui vont, si on leur explique bien qu'il faut faire la douche en 4 minutes et pas en 14 minutes, c'est eux qui vont comprendre très vite, ils vont appliquer. Que nous, qu'on a des habitudes à notre âge, ça sera un peu plus difficile. Camilla, pendant le Covid, avez-vous remarqué un comportement différent des animaux? Oh que oui, absolument. Alors, lorsque beaucoup d'établissements ont fermé, et puis voilà, on éteint le chauffage et tout, chez nous, déjà, on a dû continuer à travailler. Les soigneurs étaient là au quotidien, par groupe, pour pas être sûr qu'on ne va pas se contaminer. Mais par contre, les animaux, ils ont un ennui, parce que nous, on va voir les animaux, on va visiter les animaux, mais il ne faut pas oublier que les animaux interagissent aussi avec les visiteurs. C'est pas seulement one way, parce que des fois on pense, nous on regarde l'animal, mais eux nous regardent aussi. Et puis on a eu des comportements, typiquement les singes, c'était choquant pour eux. Parce que si vous rentrez dans une forêt, où il y a les oiseaux qui chantent, etc., les grillons qui chantent, tout d'un coup c'est silencieux, c'est le moment où il y a un danger. Et les singes, ils se retrouvent avec une serre tropicale, tout d'un coup silencieuse. Ah oui. Alors on doit les occuper plus, on devait leur mettre un peu de musique, la radio, pour faire un peu d'animation. Vous leur branchez comme radio. On change un petit peu. Et puis, la même chose, les crocodiles, les dragons de Komodo, les poissons, tout à coup, ils sont là et il n'y a plus d'animation. Alors que c'était aux soigneurs de s'occuper encore plus, au lieu des visiteurs, on s'occupait encore plus à jouer, à interagir, à faire de l'enrichissement avec les animaux. Je fais juste une parenthèse aussi, parce que vous avez aussi une nurserie, c'est juste, où en fait les gens peuvent voir comment vous vous occupez des animaux, c'est juste. Oui, exactement, et puis le plus possible, on fait tout devant la vitre. Ça veut dire au lieu de s'occuper des bébés animaux ou des soins vétérinaires, si on a une intervention avec les soins vétérinaires, on faisait ça où? Dans les catacombes. Dans les catacombes, j'appelle ça dans les côtés non visitables. Et aujourd'hui, on fait tout devant le public, avec le microphone. On explique au public ce qu'on est en train de faire derrière la vitre. Et on a dehors, avec un bénévole, un microphone qui peut poser les questions à l'intérieur. Et ça change tout. Complètement. Ça change la visite complètement. Giuseppe qui dit, comment les espèces ont été choisies pour faire partie de Aquatis? Alors, c'est ce que j'essayais d'expliquer avant. Effectivement, au début, c'était, on prend des poissons, selon les régions, on les met. Et dans la zoologie moderne d'aujourd'hui, le choix d'un animal est toujours lié avec la conservation. Et là, je parle des zoos qui sont associés au côté scientifique de l'Association européenne des zoos.
Et surtout, il y a deux façons de faire. Les poissons ou bien les animaux doivent venir de programmes de conservation. Ça veut dire qu'ils sont nés en captivité. Ça, c'est la priorité. On peut interagir directement avec un programme de conservation. Après, il y a des espèces, comme j'ai dit, l'escargot. Là, on est obligé, si on en trouve encore, d'aller chercher les derniers dans la nature. Et ça s'appelle un one-plane approach. Ça veut dire on va chercher les animaux dans la nature, on les met en captivité, on fait l'élevage. Directement avec la population locale, on remet en place les écosystèmes. 1-2 ans après, on peut recommencer à repeupler la nature avec ces spécimens qu'on a effectivement sortis. Et le one-plane approach, après, c'est un programme qui devient dans un monitoring de long terme. Ça veut dire on va travailler sur 20-25 ans à protéger cet écosystème. C'est un travail titanesque, hein? C'est très grand, mais ça fait partie. C'est terminé le temps où on avait des animaux, on prend un tigre, on prend un singe, on le met en exposition et on fait des bébés juste pour avoir des bébés parce que le bébé singe, ça attire la foule. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est pas Aquatis qui décide si avec les singes on va avoir un bébé ou si avec le dragon de Komodo je vais avoir des bébés. J'aurais pu en avoir, hein. Elle nous a fait les œufs, je les ai détruits les œufs parce que de cette lignée sanguine on en a assez. Alors c'est très difficile parce que d'un côté je fais éclore les œufs du dragon de Komodo, j'ai énormément de gens qui vont voir les premiers bébés dragon de Komodo nés en Suisse d'un programme de conservation, mais non, je dois les détruire. Et c'est pas facile, mais c'est pour moi aujourd'hui une règle à maintenir très clair, c'est le code éthique de l'Association européenne des eaux, où on fait les choses bien et pas juste utiliser les animaux juste comme ça. Ouais. C'est très important ce que vous venez de dire, pas utiliser les animaux, c'est vraiment justement pour qu'ils puissent continuer, qu'on puisse garder toutes ces espèces qui sont en voie de disparition pour la plupart, et c'est compliqué. Elsa. Denis, quel est le reptile le plus dangereux que vous ayez? Le dragon, il est pas sympa, le dragon. Moi, je dis c'est le crocodile. C'est dangereux ou pas? Alors, potentiellement, ils sont dangereux. Je viens de rentrer de 3 semaines d'expédition. On a fait un monitoring de nouveau à long terme. Ça fait 23 ans qu'on travaille sur les dragons de Komodo. Alors, on a eu, sur 56 qu'on a attrapés, on a eu une situation un peu chaude. Mais autrement... Alors, on a les plus venimeux. Le serpent qu'on vient de voir, c'est le serpent le plus venimeux du monde. Mais il n'est pas du tout dangereux. Ça fait plus de 70 ans qu'il n'y a pas de morsure parce qu'il est timide, il n'aime pas mordre, il s'enfuit. Alors, ce n'est pas toujours l'animal le plus venimeux qui est aussi le plus dangereux. Je ne sais pas ce que je dirais. L'un des animaux qui cause le plus d'accidents en milieu naturel de tous les animaux qu'on a, c'est quand même les raies. Les raies d'eau douce avec leur dard. Les enfants qui jouent dans l'Amazonie dans l'eau. J'aurais pas pensé. On pense toujours aux araignées, aux serpents, aux scorpions, aux crocodiles. Mais... Alors, il y a 1500 décès par année dus aux crocodiles sur la planète. Et 120 000 personnes dues aux serpents venimeux. Ils sont impressionnants. Ils sont pas si sympas, finalement, ces bestioles. Hein. On le rappelle que vous avez quand même plus de 100 reptiles, hein, c'est ça? Oui, ce sont, sont 230 ou 240. Ah oui, c'était tout au début, le chiffre 100. Et il faut leur donner à manger, il faut s'en occuper. Tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte très très cher. Hein. Il faut climatiser, il faut tempérer. Enfin, énergiquement, c'est aussi colossal comme infrastructure. Cette infrastructure coûte gérer au niveau logistique, en tout cas. Oui, alors, les écosystèmes, c'est-à-dire les biomes de chaque de ces espèces, il faut les maintenir, c'est très important. On a les rythmes de saison, on a les monsoons, les sécheresses, on maintient tout, on a les quantités d'UV que dégage le soleil, on le fait en captivité aussi, on le fait dans nos enclos aussi. Et c'est vrai que d'un côté, on a une serre tropicale qui doit être chaude, 28, 29 degrés, 80% d'humidité, et de l'autre côté, on a le premier étage, c'est de l'eau froide, c'est des animaux qui vivent dans de l'eau entre 8 et 12, 13 degrés. Et là, on doit refroidir l'eau. Parce que l'eau du robinet, même si elle est froide quand on fait la douche, mais c'est quand même de l'eau qui fait 15, 16 degrés. Alors, on doit refroidir l'eau. Comme dans des autres bassins, on doit la chauffer. Et c'est vrai que du côté des coûts énergétiques, c'est assez élevé. Oui. C'est un sac de nœuds, votre histoire. Il faut un côté chauffer, l'autre côté refroidir. C'est pas simple. Hein. Et c'est là la combinaison de chercher comment j'arrive à récupérer le chaud d'un côté parce que le chaud refroidit, et l'inverse. Comment qu'on arrive à combiner ces deux choses le mieux possible. Et puis,
la technique avance au quotidien. Je pense que dans 10-15 ans, il y aura des nouvelles solutions qui aideront à encore faire mieux la chose. Donc la facture d'électricité, elle est vachement élevée chez vous. Elle est assez élevée, oui. Ce qui n'arrange pas les choses. Une dernière question. Une dernière. Alors, Samira qui dit, lors de la visite, quel est le détail qui pourrait émerveiller les visiteurs ? Alors, je pense que le côté qui fait vraiment ce déclenche final qu'on aime à Quatis, c'est vraiment le contact avec les pédagogues ou les soigneurs. Parce que là, mis à part voir, et c'est beau, hein, c'est bien fait, la mise en scène, on a énormément de films qui sont peut-être pour les enfants un peu trop scientifiques. Alors, on doit ajouter des panneaux pour les enfants, ça on est en train de faire maintenant. Mais le plus, c'est quand vous avez des échanges, en fait. Ces échanges, mais vous regardez les yeux de ces garçons et filles qui font la pédagogie, c'est juste beau. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Alors, quoi faire durant les vacances de Pâques si vous restez dans le secteur ? Eh bien, pourquoi pas, hein, et pas seulement pendant les vacances de Pâques d'ailleurs, mais ça peut être une idée de sortie, un bon plan pour cette période de vacances. À Quatis, avec toute la famille, la possibilité de notamment visiter cette exposition temporaire, mais aussi tout à Quatis, hein, avec le vivarium, avec l'aquarium, et de ressortir, grandi, enrichi de plein de connaissances. Non, mais ça c'est important, vous le disiez aussi tout à l'heure, c'est aussi le principe. Ce que vous cherchez à faire aussi, vous nous le disiez aussi hors antenne, c'est d'accueillir les écoles. Ça serait pour vous aussi l'occasion d'ouvrir les portes à tous ces jeunes et qui viennent découvrir ce bel endroit, c'est ça, hein? Effectivement, nous avons des classes, hein, des locaux qui sont dédiés pour les classes d'école, c'est des vrais laboratoires avec une vingtaine de microscopes et tout. Nous avons tous les programmes des cycles, on a les 3 cycles pour les écoles, et pour chaque cycle, il y a différents types d'activités que l'école peut choisir. Et c'est beau, c'est bien, c'est beau, c'est enrichissant, on est hors du contexte et on peut vraiment faire voir des enjeux que peut-être à l'école on n'arrive pas à expliquer ou à démontrer. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les écoles, c'est qu'il y a eu un arrêt du tribunal fédéral qui interdit aux parents de demander 5 francs ou 10 francs pour la sortie d'école aux parents. Puis ça, c'est pas que pour Quatis, hein, c'est pour toutes les sorties des écoles. Et puis aujourd'hui, ces écoles, malheureusement, se trouvent dans un pays comme le nôtre qui pourrait se le permettre, même avec les transports publics et tout. Et on se retrouve que les enfants peuvent plus faire de sorties d'école adéquates. Ouais, ça c'est un petit peu embêtant, effectivement. Ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, comment le visiteur peut-il contribuer à la pérennité d'Aquatis en dehors des visites ? Venir, c'est une chose, mais en dehors, comment est-ce qu'on peut vous aider ? Oui, alors je pense que c'est la partie principalement qu'il faut soutenir, c'est la conservation. Oui. On peut le faire par le biais de notre fondation aussi. Et puis, en même temps, vu le bon travail qui est fait, qu'on a débuté depuis 3 ans, hein, mais ça va, je ne veux pas dire exploser, mais encore augmenter. Et puis, grâce à ce travail de conservation soutenu par la Fondation, il y a la crédibilité qui vient. Avec la crédibilité, les personnes vont comprendre du travail et de l'enjeu qu'on a avec ce magnifique site. D'accord. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, Michel Ansermet, d'être venu nous parler d'Aquatis. On vous souhaite tout bon pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre ? Beaucoup de visiteurs.